on a cette qualité que chacun est différent l'un de l'autre, c'est une richesse, mais ça n'empêche pas l'homme de souffrir. Oui. Je fais un détour pour... Oui. Ça n'empêche pas qu'on souffre, que finalement on s'isole dans des nationalités, dans des religions, dans des cercles ésotériques et autres. De cette différence, de cette richesse, comment est-ce qu'on bascule, en quelque sorte, ouais, dans un espèce d'isolement et de séparation? Est-ce qu'on peut être différent sans être séparé? Parce que ça paraît similaire, mais non, c'est pas similaire. Être différent, c'est pas forcément être séparé. Tu vois, on est différent. C'est évident. Mais sommes-nous séparés? Puis qui est différent aussi? Alors, à la base, nos corps. On a des intégrités physiques. Hein, ton corps est différent du mien. Ça c'est logique. Nos acquis sont différents, mais nos acquis, c'est le cerveau, la mémoire. En fait, ça fait partie du corps aussi. C'est le corps. Hein, le cerveau... Ah, non. Vas-y, on n'est pas obligé de... Si. Mais ce qu'il y a dans le cerveau, est-ce que ça fait partie du corps? Mais la pensée, est-ce que c'est le cerveau? Ben oui, le cerveau existe, la pensée existe au sein du cerveau, par l'intermédiaire des neurones. C'est un processus qui existe au sein du cerveau. Non, oui, le processus, oui. Oui, c'est un processus comme... Mais le processus fabriqué, il dépend de l'acquis. Enfin, oui, naturellement, c'est pas... C'est compliqué. Non, c'est l'acquis. Tout ça, c'est l'acquis. Oui. Comment dire? Très simplement, la pensée, maintenant on le sait, nos parents ne pouvaient pas savoir, mais grâce à la neuroscience, la pensée, c'est une impulsion électrique et chimique qui existe au sein des neurones. Il y a un mouvement qui existe au sein des neurones, et ce neurone siège dans le cerveau, et le cerveau est dans notre crâne. Donc c'est un processus biologique, matériel, biologique. Il n'y a pas de... Comme notre main, c'est plus riche et plus complexe, mais ça ne reste pas moins biologique. Ça flotte pas dans l'air, quoi, si tu veux. Il n'y a pas une pensée là, qui est là, une autre là. Donc, alors pourquoi on disait ça? Pourquoi on disait ça? Par rapport à la richesse de la différence. Voilà, on est différent, notre corps n'est pas le même, et donc dans ce corps, il y a le cerveau, les neurones et tout ça, et donc nous n'avons pas les mêmes expériences et nous n'en tirons pas exactement les mêmes ressentis. Voilà. Je fais simple, hein, tranquillement. Donc, a priori, on est fondamentalement différent de l'autre, et si on voit ça simplement, c'est une richesse, comme on a dit. Mais pourquoi est-ce que de cette richesse, de cette complexité, on n'arrive pas à vivre en harmonie à partir de ça? Parce qu'on est comme ça, mais on se détruit, on souffre. Comment ça se fait que presque ce miracle de la vie, quoi, nous faisons la société telle qu'elle est aujourd'hui, avec toutes ces violences, ces guerres. Comment de ça on bascule dans le désordre, toi? Oui, mais c'est les égos, mais alors ils viennent d'où les égos? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Justement, très bizarre. Est-ce que tout ça, ça participe pas à créer un personnage? Qu'est-ce que tu entends? Que ça soit l'inné ou l'acquis, ouais. Enfin l'inné c'est une chose, après l'acquis, ça constitue un personnage. Ouais. Voilà, bon, Daniel, 65 ans, enfin bref, tout ça, quoi. Une idée de soi. C'est une idée, ouais. Pour moi, c'est comme... c'est des choses qui viennent constituer. D'accord. Mais oui, l'idée... c'est un ego, c'est un mental, c'est un corps, Non, mais je pense que ça, c'est bien l'idée de soi, parce qu'en fait, on est différent, c'est logique, mais en plus de ça, comme là-haut, ça travaille beaucoup, on se fabrique une image de soi-même.
Et l'image de soi-même, c'est pas forcément soi tel qu'on est. C'est tel qu'on voudrait être. Tu as l'image d'une table et la table. L'image peut-être ne correspond pas à la table. Donc je pense qu'effectivement, on a une image de soi, et l'autre aussi, en général. Oui. Hein, chacun a une image. C'est pas la même. Naturellement, puisque... Et c'est ces images qui se rencontrent et qui créent les problèmes. Ben, il faut interroger. Vraiment, je pousse à fond. Donc je pense, logiquement, on a une image de soi. Ça pourrait être non destructeur d'avoir une image de soi. Ça pourrait être correct. Il faut avoir une certaine cohérence dans la vie. Les psychologues disent qu'il faut une construction du moins, sinon c'est la panique, on ne sait pas qui on est. Quand est-ce que cette image de soi provoque la souffrance? Est-ce qu'elle, peut-être qu'elle ne provoque pas obligatoire. Toi, je questionne. Hein. Elle existe, peut-être qu'elle ne provoque pas obligatoirement la souffrance. Et en tout cas, quand elle crée la souffrance, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dérape? Pourquoi c'est... qu'est-ce qui nous arrive, quoi, tu vois? J'ai une image de soi. Mon voisin, mon frère a une image de lui aussi. Et peut-être on peut rajouter un petit truc, qu'on a une image de soi et aussi une image des autres. C'est logique. Hein, en fait, quand on commence à fabriquer des images, on n'arrête pas. On en a une sur soi, une sur l'autre, une sur le chien, une sur le chat. Enfin, on en a des quantités astronomiques. Et l'autre aussi. Et je pense qu'à partir de là, qu'est-ce que deviennent nos relations? Parce que la souffrance, il y a un côté relationnel dans ça. Est-ce que l'image de soi, on l'a, mais est-ce que c'est secondaire, sans valeur, ou est-ce que c'est très très important, cette image de soi? Ou est-ce qu'on a l'image de soi, et puis bon, voilà, on n'en tient pas tellement compte? Moi, je crois que c'est très important. En fait, on en tient énormément compte. C'est presque la valeur suprême. Je suis... Comme ça. Chrétien, bouddhiste, communiste. Non, je suis comme ça. Ah, je suis coléreux. Voilà, triste, bête, intelligent. Mais quand on arrive à prendre du recul, c'est pas le vrai mot, mais quand je dis, en définitive, je suis qu'une image, quoi. Et qu'on est dans ces petits moments un peu de... je dirais, où on comprend, où on sent, etc. On se dit, mais c'est... Il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est rien, ça. Et toi, tu as commencé à dire, quand on n'est qu'une image, c'était ta première phrase. Est-ce qu'on ne pourrait pas te dire, quand on se rend compte qu'on est identifié à cette image? Parce que si on se rend compte qu'on est identifié à cette image, il y a quelqu'un qui se rend compte de l'identification. Oui, bien sûr. Donc s'il se rend compte de l'identification, lui-même n'est pas l'identification, sinon tu ne peux pas. Quelque part, même si l'image est super importante, machin et compagnie, elle n'a pas rempli la totalité de notre esprit. Sinon, on ne pourrait pas prendre conscience d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne nous a pas conditionnés à 100%. Peut-être à 98. Il y a un autre niveau. Là. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas contaminé, on pourrait dire ça, par cette image, qui est peut-être ce qu'on appelle le moi. Pas le moi psychologique où ils disent que c'est positif. Hein. Pour moi, le moi est un aspect négatif. Mais là tu parlais de la compréhension de l'image. Hein, ça, tu t'indiquais là.
On a une image, donc tu as exploré le fait qu'on peut en prendre conscience et que peut-être que c'est rien du tout. Ouais. Peut-être. Oui, on peut se dire, est-ce que c'est. Hein? Oui, on voit ce qu'on voit, voir que c'est une image, et se dire, ben, est-ce que c'est bien vrai? Enfin, est-ce que cette image. Est-ce que cette image, c'est moi? Oui, est-ce que c'est moi? Parce que finalement, elle change, cette image aussi. Tout change. Elle change tout le temps. Hein. Oui, comme le souvenir, on le modifie. Oui, l'image, en y pensant, on la modifie. Et on peut se dire, si c'est pas vraiment moi, se rendre compte que c'est pas vraiment moi, bien, ça peut permettre de bouger, quoi, de bouger les... si on se rend compte... De souffrir déjà. Oui. Ouais, il me semble que si on se rend compte véritablement que cette image n'est pas moi, on est libéré de l'image. Oui, on n'est plus attaché à cette image. On peut avoir une idée comme ça de soi-même, mais on n'y est plus attaché. On n'est pas... c'est la liberté. Voilà, on goûte... On finit un attachement, ce qui s'appelle, donc on commence à devenir libre. La fin de l'attachement, c'est le commencement d'une certaine liberté. Et donc ça, on le fait avec soi-même, mais peut-on le faire aussi avec l'autre, puisqu'on a une image de l'autre. Donc c'est vis-à-vis de toutes les images, pas que la mienne. Oui, ça déconstruit tout. Enfin, ça... Oui, je pense que ça enlève l'emprise que les images ont sur l'esprit. Oui, c'est ça. Les nombreuses images, croyances, enfin images, image est une image. C'est un mot. Mais comme disait le peintre, je ne me rappelle plus, il avait celui qui avait... Magritte, tu connais, tu as le tableau de la pipe et il a écrit en dessous, ceci n'est pas une pipe. Tu as plein de gens, mais qu'est-ce qui... c'est carrément spirituel ce qu'il disait. C'est une image, c'est pas une pipe. Donc on a un souci. Mais là d'abord, presque on aborde la résolution du problème. Mais moi, je questionnais pourquoi ces images créent la souffrance. Avant on les évacue, avant d'évacuer les images peut-être. Comment ça se fait que l'image que j'ai de moi, l'image que j'ai de l'autre et l'autre ayant le même processus, comment ça se fait que ça crée de la souffrance, ça crée de la peine, de l'affliction, ça entraîne toutes ces divisions, ce fractionnement de l'humanité? Les chrétiens ont leur image du Sauveur, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tu vas en Inde, leur Sauveur, pour les hindouistes, c'est Krishna. Jésus, alors nous, on a notre propre Sauveur, le vôtre il a l'air sympa, mais ça va, on n'en a pas besoin, on a le nôtre. Les deux camps veulent convertir l'autre. Pourquoi? Quand on a une image et qu'elle nous paraît importante, on aimerait bien convaincre. Avant dont tu disais le mot convertir, on aimerait bien convaincre l'autre que mon point de vue est correct. Oui, on peut même être sûr que c'est le bon. Oui, on peut même être sûr que c'est le bon. Si on y a accordé une importance énorme, à un moment donné, c'est l'importance qu'on y accorde. On dit c'est la vérité, quoi. L'importance suprême, c'est quand on est sûr. Ce qui paraît absurde, mais Trump, il est sûr de lui, quoi, par exemple. Et pourtant, il dit des énormités. Ce que je veux dire, quand il y a deux porteurs d'images qui se rencontrent, est-ce qu'ils sont juste pas simplement dans le fait de dire mon image elle est meilleure que la tienne? Oui, mais moi ça me pose... La question c'est d'abord pourquoi l'homme a toujours besoin d'un sauveur? Oui, ça c'est... Il pourrait se sauver lui-même. C'est sûr. Il se sauver de quoi? Mais tout à fait, mais tout ça... Est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Oui, est-ce qu'on a besoin d'un... Qu'est-ce que ça veut dire être... Et puis pourquoi l'homme est toujours en conflit? Oui, c'est ça. La tienne, voilà, le
conflit, il est toujours là, il faut toujours être le meilleur, il faut toujours... Et alors c'est quoi le conflit? La racine. Qu'est-ce qui fait que le conflit existe, hein? Conflit, conflictuel, animosité. Hein, oui, puis compétition, etc. Enfin, ouais. Il faudrait relire Albert Jacquard, parce qu'il est oui, tout à fait intéressante là-dessus. Oui, compétition, comparaison. Voilà. Et alors que... Oui, il n'y aurait pas de compétition s'il n'y a pas de comparaison. Hein, il y a le premier, le deuxième, le dernier. Enfin, parce qu'on pourrait... Alors, la compétition, donc il y a la comparaison, et après, selon le résultat, il y a une hiérarchisation. Le premier, c'est le meilleur, le dernier, ben, c'est le moins bon, et puis au milieu, vous êtes bien, mais il y a une hiérarchisation. Il pourrait y avoir une... Alors, je fais le mode interrogatif. Est-ce qu'il pourrait y avoir une comparaison sans classification, sans hiérarchisation? Dire voilà... Et pourquoi tu veux une comparaison? Parce que quand j'ai une image, je la compare à l'autre image. Parce que si elles sont différentes. On peut rester sur la comparaison. Oui, enfin, par exemple, voir, je me dis, moi, personnellement, j'ai pas besoin de comparer, par exemple. Enfin, c'est une notion plutôt, je vais plutôt te dire, c'est une notion qui m'est étrangère. Voilà, quand tu parles de comparaison, je me dis... Oui, mais on n'en est pas forcément conscient. Je crois qu'on fait inconsciemment. Comment trouver des exemples? Mais je veux dire, je ne condamne pas la comparaison, j'essaie de découvrir qu'est-ce que c'est. Hein. On achète un vêtement, on compare à un autre vêtement, on regarde la qualité du tissu, toi. C'est pas forcément négatif. On va acheter des voitures, on compare pour prendre une décision. C'est pour ça que je disais, est-ce qu'il peut y avoir de la comparaison qui n'entraîne pas une hiérarchisation? Tu peux comparer un renard à un loup, voir leurs différences, leur beauté réciproque, et ça n'entraîne pas de conflit. Okay. Je voulais faire le lien entre comparaison qui n'entraîne pas forcément de conflit et comparaison qui entraîne conflit. Et ça crée conflit s'il y a une hiérarchisation. Si on dit ça, c'est mieux que ça. Qui a eu besoin de hiérarchiser? L'être humain. Pourquoi? On avance, on le découvre, hein. On essaie de le faire. Je sais pas. Attends. Non, mais voilà, je cherche. Oui, parce que mais on compare. C'est quand même... Ouais, vas-y, pardon. Non, la hiérarchisation, c'est quelque chose qui nous est, j'aurais presque imposé, quoi. Enfin, à l'école. Toute la société. Voilà, toute la société nous l'impose. Mais d'où c'est parti? Enfin, ça vient de l'homme, ça. Ah, mais c'est l'être humain à la base. Les structures de la société politique, religieuse, philosophique ont été faites par les hommes. Donc, de toute façon, à l'origine première, c'est l'être humain. Eh oui, mais il n'y a pas que l'homme. Hein. Parce que regardez dans la nature, il faut qu'il y en ait un qui domine chaque fois. Alors, il y a la domination, mais il y a la coopération dans la nature. Il y a les deux. Il y a les deux éléments. Et nous aussi. Attends. On était pourquoi on compare? Bon, pour ne pas perdre le film, si tu veux. On va arriver à ce que tu dis. Disons que dans la nature, ils comparent, par exemple la femelle compare les mâles qui se battent pour elle. Oui, tu as raison, là, oui. C'est vrai. Voilà. Enfin, elle compare. Oui, on suppose. Là, on reste dans l'instinct. C'est vrai, il y a une sorte de compétition dans la nature aussi. D'accord, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il faut toujours dire qu'il y a la coopération. Donc il y a la compétition, la loi du plus fort et la coopération. Mais donc comparer, voilà, tout à fait. Comparer, c'est pour évaluer. Non? Je vais vraiment lentement, tu vois. Comparer, c'est pour évaluer. Évaluer ce tissu, est-ce qu'il est plus résistant, ou cette voiture, et la femelle dans le monde animal. C'est pour évaluer, pour essayer de déterminer la qualité ou les défauts de ce qu'on observe. Mais alors, attends, mais la comparaison, c'est évaluer quelque chose par rapport à autre chose. C'est pas évaluer une chose seule. On dit ce tissu est meilleur par rapport à celui-là, ou cette voiture, ou ce beau lion par rapport à un autre lion. C'est une évaluation par rapport à. En faisant ça, on a besoin au minimum de deux
chose. Et il y a quelque chose d'étrange dans ça, je trouve. Et pour comprendre une chose, on a besoin de la comparer à une autre chose. Il y a... que l'on compare une chose par rapport à une autre, c'est pas... C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Après, c'est plus le jugement qu'on met dessus. Oui. Qui pose problème. Ça va découler de ça. Est-ce que c'est pas pour choisir? Ben, ça peut. Pas forcément, mais très 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 souvent, oui. Là, on va arriver à un truc psychologique. Je choisis des voitures et il y en a une que je prends, voilà, parce que je me mets à l'électrique, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un problème. Mais si je suis un activiste ou un militantiste et que en pensant que quand je vais prendre cette voiture électrique, je vais sauver l'humanité, sauver la planète, et que ceux qui ne prennent pas des voitures électriques, c'est tous des affreux qui n'ont rien compris, qui détruisent le monde, c'est des misérables. Là, on rejoint l'image de soi. On se voit, ben, tiens, en tant que sauveur, pas de religion, mais en tant que sauveur de machin, et ça entraîne l'autre est moins bien que moi, quoi, pour faire simple. Hein, je veux dire, je prends cet exemple, on peut prendre plein d'exemples différents. Hein, j'achète ce tissu. Si dans la comparaison, il y a des notions psychologiques qui se greffent dessus, donc les notions psychologiques dans ce que tu as dit, dans l'idée de l'image de moi. La notion psychologique, c'est que je me sens meilleur, et en faisant ça, je suis supérieur à celui qui fait un autre choix. Il y a une forme un peu inconsciente, presque de mépris vis-à-vis de... Là, tout d'un coup, on méprise la différence. Tu vois, on a perdu, on ne voit plus la qualité de la différence. Elle est devenue un problème, une source de conflit pour eux. Mais c'est l'évaluation qui a fait le problème, qui a fait ça. Ben, si tu mets une dimension psychologique, parce qu'après, par une évaluation d'élèves, tu peux dire ben, cet élève a des capacités, je sais pas, en géométrie, l'autre a des capacités en français, chacun a ses capacités, c'est super. Mais si tu y as dans les capacités en géométrie, si on est plus porté par les lettres, on y va, et en français t'es nul, mon gars. C'est pour ça que j'ai employé le mot hiérarchisation. Si à partir des comparaisons on crée une hiérarchie de ce qui est bien, ce qui est moins bien, et blablabla, ben vis-à-vis de ce qu'on a hiérarchisé, il y en a qu'on portera au nu et il y en a qu'on portera au niveau zéro, quoi. C'est vrai que faut presque toujours revenir à ce que tu avais dit là, tout à l'heure, c'est que il n'y a pas de sauveur, il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour nous, et ça, il faut le répéter ad vitam aeternam, et il n'y a personne qui peut bouger à notre place psychologiquement, spirituellement ou religieusement, dans le sens liberté. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de maître, c'est à nous de faire les choses. Donc ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire qu'on arrête littéralement et véritablement de mettre l'espoir dans l'extérieur. Dans l'extérieur, oui. Ça, c'est... si ça, c'est pas saisi clairement, on va toujours se prendre les pieds dans le tapis. Après telle philosophie, on va en inventer une autre, telle partie, telle... on changera de caserne ou de case. On était chrétien, on devient bouddhiste, on ne veut plus être bouddhiste, on devient hindouiste, et on change de prison. Oui, mais alors, c'est quoi une conviction? Qu'est-ce qu'une conviction? Je ne sais pas, tu emmènes le mot. Qu'est-ce que c'est une conviction? Qu'est-ce que c'est alors? Voilà, parce que... Être convaincu. On a aussi tendance à dire, oh, bon, lui, il n'a pas d'idée, il n'est pas convaincu, il est convaincu de rien, il se bat pour rien, enfin, je ne sais pas comment dire. Ouais. Et des fois, on dit, c'est bien, c'est un homme de conviction. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, on juge le bien, le mal, et puis... on a envie que les gens aient des convictions, soit pour militer, soit pour... Bon. Mais on pense toujours à aller dans le bon sens.
pour aller dans le bon sens. Mais c'est quoi le bon sens? Oui, mais attends, le bon sens, on est peut-être influencé par la société. Voilà, voilà. Non, mais c'est très complexe. Ben, naturellement que c'est complexe. C'est pour ça que c'est... Je pense que c'est en grande partie pour ça qu'il y a une inertie. Parce que quand on veut s'atteler à tout ça, en fait, c'est complexe parce qu'on doit... En fait, réellement, on doit tout remettre en cause. On met tout en cause. Et qui fait ça? De tout remettre en cause. Toutes les valeurs qu'on a acceptées ou qu'on a en nous, parce que voilà, les amis, on n'a même pas accepté ou rejeté, elles sont là. Moi, je pense, comme dans le domaine politique, quand on s'aperçoit qu'il y a un abus de pouvoir et d'argent et qu'on veut lutter contre ça, il faut forcément qu'on ait des convictions. Et là, on pense, enfin, au départ, ces convictions, elles sont, pour moi, elles sont bonnes. Mais il ne faut pas vouloir remplacer les gens, quoi. Enfin, je sais pas comment. Non, mais attends, une conviction, regarde, cette table, on peut prendre l'expression, on est convaincu qu'elle existe. Mais en fait, on n'a pas besoin de cette conviction, elle existe. Je n'ai pas besoin de penser que cette table, elle est vraie. Oui, d'accord. On la voit, on le sait. En fait, c'est un peu différent d'une conviction. C'est plus que ça. Par exemple, non mais voilà, mais par exemple avoir la conviction qu'il faut aller contre le pouvoir et l'argent. Oui, mais comment on fait? Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Plein de gens ont de convictions. Et alors? La conviction n'est pas suffisante. Non. Plein de gens sont convaincus. Regarde, notre cher président, quand il est arrivé au pouvoir, il dit « Avec moi, il n'y a plus de gens qui dormiront dans la rue, c'est fini, je vais régler tout ça. » Il croyait peut-être vraiment, mais rien du tout. La conviction n'est pas une action. C'est une pensée. Il n'y a pas de mal. C'est juste une pensée, mais il faut être convaincu d'une chose. Moi, je voyais une pensée qui dit d'une action. Oui, c'est une pensée, oui. Oui. Non, mais si tu veux, ce qui... Par exemple, là, on discute que la compétition, la comparaison avec la hiérarchisation, c'est une catastrophe. Voilà. Ça crée moi j'ai appris, alors, je ne savais pas qu'avec les Jeux Olympiques, tous ces trucs qu'il y a eu, que les athlètes de haut niveau, mais c'est pas grave, que les athlètes de haut niveau, ils sont pratiquement toujours blessés. Oui. Parce qu'ils sont toujours poussés à l'extrême, c'est presque leur état naturel d'être toujours blessés. Mais quand tu entends ça, tu dis, mais c'est une monstruosité ça. Le sport poussé à l'extrême, ils sont toujours blessés, et en plus ils en deviennent dépendants. Hein. S'ils arrêtent, ils ont le moral qui tombe dans les chaussettes psychologiquement. Donc c'est une catastrophe. J'ai entendu ça qu'une fois à la radio, pas deux fois. Hein. On nous masque les... Et puis on ne parle même pas des dopages, hein, parce que ça c'est encore autre chose. On nous présente qu'un aspect merveilleux de la chose, et l'aspect destructeur, on le met sous le tapis. Parce que ça fait marcher l'économie, les gens quand ils vont à ces trucs, ils ne pensent pas à d'autres choses. Enfin, c'est les jeux du cirque, quoi, modernes, hein, naturellement. Mais par exemple, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir de conviction. Quand on échange, j'essaie de voir de quoi on parle. Parce que regarde, conviction, si j'étais convaincu, j'essaierais de vous convaincre. Et, de nouveau, on se prend le prosélytisme, enfin, conviction, c'est convaincre. Et, oui, c'est vrai. Et tu notes que dans convaincre, il y a vaincre. Oui. Donc, c'est de la violence. C'est la guerre. Comme débattre, c'est battre. Les mots ont une certaine signification. Le vrai débat, c'est pas ça. Mais nous, de manière contemporaine, tu vois, les politiques, ils s'écharpent maintenant, c'est affreux. Donc, si tu veux, c'est exactement ça, tu vois. Voilà, j'ai une image, je viens vers l'autre qui a une image, et comme nous vivons vraiment, j'essaye de convaincre l'autre, donc de vaincre son image et d'imposer la mienne. Et l'autre, un peu la même attitude, et voilà, c'est du conflit, et c'est la violence. Je
crois que c'est ça qui fractionne l'humanité.